Bonjour à tous. Les protestations du mouvement pour la renaissance du Cameroun et alliés alimentent de vifs débats dans la presse. Selon la Nouvelle Expression, les militants et sympathisants du MRC ont tenu leur pari malgré l'impressionnant déploiement des forces de sécurité et de défense. Ils sont descendus dans la rue à Douala, Yaoundé, Bafang, Baham et d'autres villes. Les marcheurs ont défié les abeilles, titre Le Messager, et c'est là que la police a sauté sur les manifestants. Ce journal raconte une scène de guerre où des marcheurs munis de pancartes et effigies de leurs leaders ont été surpris par des forces de maintien de l'ordre déterminées à en découdre avec la meute. Entre l'utilisation de gaz lacrymogènes et coups de matraque, des manifestants sont arrêtés et de nombreux civils n'ayant rien à voir avec les marches sont également interpellés. Cependant, le journal Cameroun Tribune a utilisé le terme familier « pchit », une onomatopée pour qualifier les marches dites illégales du MRC. Selon le quotidien gouvernemental, sur l'ensemble du territoire national, les Camerounais ont fait la sourde oreille aux appels à l'insurrection de cette formation politique, préférant vaquer sereinement à leurs occupations. Pour le journal Essentiel, il affirme dans ses colonnes que c'était un flop retentissant. Le quotidien Émergence explique comment Paul Biya a réussi à étouffer la marche de Kamto à Yaoundé. Le domicile du leader du MRC est quadrillé et hyper militarisé selon ce journal. Maurice Kamto a été séquestré, constate le journal Mutation. Et dans une telle atmosphère de répression, des journalistes ont été molestés par les forces de l'ordre, à tel point que le quotidien Le Jour s'interroge « De quoi a-t-on peur ?» Dans les colonnes de la Nouvelle Expression, Human Rights Watch dénonce l'attitude répressive des autorités administratives face aux manifestations pacifiques. Malgré l'arrestation de centaines de militants, les forces pour le changement et la paix annoncent que les marches vont se poursuivre. Quant au gouvernement, il se félicite de l'échec d'un projet insurrectionnel et révèle que le leader du MRC et son parti politique font l'objet d'un examen approfondi auprès des instances judiciaires et du ministère de l'administration territoriale. Le gouvernement vient-il de déclarer la guerre à une formation politique à la suite de ces manifestations du 22 septembre 2020? La vague d'arrestations, d'enlèvements et l'assignation à résidence des leaders politiques obéissent-elles aux procédures légales ou sont-elles l'illustration d'un climat de terreur au Cameroun? Quelles sont les conséquences de ces tensions politiques exacerbées sur fond de crise anglophone et de controverses autour du système électoral, alors que la presse dénonce les tripatouillages, le favoritisme et le marchandage durant les investitures des candidats du RDPC aux élections régionales? D'autres journaux redoutent l'impact du contentieux des municipales sur le processus électoral en cours. Le gouvernement va-t-il s'entêter à organiser ces élections régionales mal perçues par une frange de l'opposition? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois sur ce plateau André Luther Meka, communicant du parti au pouvoir. André Luther, bonjour. Bonjour, Monsieur Nufele. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Je voudrais rendre hommage d'abord à un militant de la première heure, le professeur Mabou Mabou, qui est décédé et dont nous ne verrons plus, nous n'entendrons plus la voix mélodieuse. Je suis ravi de représenter le RDPC, le Parti de la paix et de l'intégrité territoriale, et je suis ravi également que vous avez renforcé le dispositif pour ma participation. Merci. Et sur le plateau de droit de réponse ce dimanche, Jean-Robert Wafo, bonjour. Bonjour Cédric, c'est un honneur pour moi. Vous êtes ministre du chef de cabinet du SDF, chargé de l'information. Merci d'être avec nous ce dimanche. Sur le plateau de droit de réponse, il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression et consultant ce droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Nufele, je salue tous les panélistes. Mon affection sincère et mes amitiés à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission en Afrique et partout à travers le monde. Sur le plateau de droit de réponse, Roland Duhou, secrétaire national du MRC, chargé des affaires juridiques et judiciaires. Il est également avocat au barreau du Cameroun. Maître Roland Duhou, bonjour. Bonjour Monsieur Nufele, bonjour à tous mes copanélistes, bonjour aux téléspectateurs de droit de réponse, un bonjour particulier au peuple camerounais, ce peuple-là qui a su faire preuve de courage malgré
la militarisation et la répression. Ce peuple dont nous savons qu'il reste déterminé à obtenir sa liberté. Et juste à côté de vous, analyste politique Aristide Monod, qui a fait le déplacement de Yaoundé pour nous joindre ici à Douala. Aristide, bonjour. Bonjour Monsieur Nofele, bonjour aux co-discutants du jour. Je renouvelle mes amitiés à toute la grande famille de Droit de Réponse qui nous regarde à partir des postes de télévision, également au niveau des plateformes numériques de votre télévision. Je suis ravi une fois de plus d'être là pour apporter ma part de contribution dans l'édification politique des masses. D'entrée de jeu, avec vous, Maître Roland Djou, des manifestations organisées le 22 septembre en 2020. Le gouvernement a parlé d'un projet insurrectionnel qui s'est soldé par un échec. Quel bilan faites-vous de cette journée du 22 septembre en 2020 ? Merci de la question que vous me posez. D'abord, je commencerai par dire qu'on peut faire un bilan à plusieurs niveaux, à plusieurs plans. Sur le plan strictement politique, vous êtes sans ignorer que avant la date du 22, le gouvernement camerounais, c'est le régime de Yaoundé, le RDPC, a cru devoir mobiliser les moyens de l'État pour engager une véritable campagne de propagande. On aurait dit la Pologne de l'époque de Solidarnosc, on aurait dit l'Allemagne nazie. Une campagne de propagande pour criminaliser une chose assez simple. Une liberté fondamentale, un droit constitutionnel, c'est-à-dire le droit que chacun de nous a de s'exprimer, même de montrer son exaspération. Cette liberté fondamentale-là a été criminalisée au Cameroun, et comme on le voit par le RDPC et ces agents qui sont au gouvernement et qui prennent en otage le pays, le peuple camerounais. On a aussi vu, avant la manifestation une fois de plus, des enlèvements. Je ne pense pas qu'il faille parler d'arrestation, des enlèvements. Je peux rappeler par exemple les militants du Stand Up for Cameroun qui aujourd'hui ont été placés sous mandat de détention provisoire à la prison de Nebel par le tribunal militaire de Douala, qui n'ont participé en aucune façon à la manifestation du 22, qui sont gardés depuis cette époque-là. Puis vint le jour J, le 22, et nous avons pu observer sur toute l'étendue du territoire camerounais, globalement, et en particulier dans les villes de Yaoundé, dans les villes de Douala et ailleurs, un déploiement, mais alors un déploiement militaire, sécuritaire, digne d'un état de siège. On se serait posé la question de savoir, mais est-ce que nous faisons l'objet d'une attaque nucléaire pour avoir un tel déploiement? Cela n'a pas empêché, et heureusement que cela n'a pas empêché, que les Camerounais, parce qu'il faut le dire comme cela, que les Camerounais épris de paix et de justice aient quand même dit qu'ils exprimeront leur liberté le 22. C'est ce qu'on a par exemple pu observer à Douala, c'est ce qu'on a pu observer à Bafang, c'est ce qu'on a pu observer dans d'autres villes du Cameroun. À Yaoundé même, où le dispositif était d'un certain niveau, on a quand même pu observer que des Camerounais ont pu se mobiliser là-bas. Vous avez, comme moi, regardé les images, notamment de nos amis du Popular Action Party, qui ont, très tôt le matin, commencé une manifestation à Yaoundé, alors que, précisément, cette ville-là faisait l'objet d'une militarisation d'un véritable état de siège. Et maintenant, après la manifestation, je ne vais pas revenir sur le bilan chiffré, qui d'ailleurs reste encore à parfaire à ce jour, parce que voyez-vous, la barbarie du régime n'a pas de limite dans la mesure où on enlève des gens, à supposer qu'on leur reproche même quelque chose. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on empêche aux proches et aux conseils, aux avocats d'avoir accès à eux? Si vous observez un peu ce qui se passe dans la ville de Douala ces jours-ci, vous verrez que les unités de gendarmerie, qui d'ordinaire sont ouvertes au grand public, parce que se chargeant de la police judiciaire, sont désormais fermées. On a fermé les portails, il y a souvent 2 ou 3 hommes en tenue en faction devant parfois un pick-up ou un camion ou
un char à eau posté non loin de là. Ça participe de cette logique que le gouvernement a toujours eue, c'est-à-dire de réprimer. Et ce sont les premiers qui, après coup, à renfort de communiqués, à renfort de conférences de presse, tout ça à la charge de notre pauvre contribuable, prétend qu'il n'y a pas eu manifestation, que cela a été un succès. J'ai envie de me demander si les plus de 600 personnes qui sont aujourd'hui répertoriées dans les différentes unités du Cameroun l'ont été parce qu'elles étaient sous la douche. J'ai envie de me poser la question si on a pu aller retirer 600 Camerounais de leur maison en train de regarder la télévision. S'il y a eu toutes ces arrestations-là, c'est bien parce qu'à un moment donné, les populations en ont eu marre. Sur le plan juridique maintenant, évidemment que je ne peux pas me passer d'un bilan de ce point de vue-là aussi. Je dois signaler que le MRC a mis à la disposition de ses militants, de ses sympathisants et des Camerounais en général, une équipe de conseil, une équipe d'avocats réunis au sein du collectif d'avocats Feu Maître Sylvain Swop qui se bat aussi bien au niveau de Yaoundé que de Douala et qu'ailleurs pour apporter une assistance juridique et judiciaire à toutes les personnes qui sont aujourd'hui incarcérées, même si nous dénonçons avec la dernière énergie les différentes entraves, dénonçons les différentes entraves à l'exercice de cette profession-là. André Luther Meka de pouvoir s'exprimer sur ces manifestations du 22 septembre en 2020. Le MRC qui se plaint, ils utilisent le terme enlèvement, séquestration, arrestation arbitraire autour de ces manifestations. Pourquoi en est-on arrivé là, André Luther, alors que le parti politique du MRC a annoncé des manifestations pacifiques? Je voudrais dire à l'intention du peuple camerounais, notamment le peuple de paix et le peuple patriotique attaché à la solidarité de la nation. Je voudrais faire allégeance à ce peuple qui a refusé cet appel à manifestation du MRC. Je voudrais qu'on arrive à des conclusions pour ne pas être répétitif dans le débat. Pourquoi effectivement il y a eu un bide, un fiasco de cet appel à manifestation? Un, parce que les Camerounais savent effectivement quel est le désastre qu'il y a lorsqu'il y a destruction d'un pays, lorsqu'il y a, n'est-ce pas, un pays qui est porté dans les ruines. Deux, parce qu'ils ont constaté que le MRC, loin d'unir les Camerounais, divise les Camerounais. Trois, parce qu'ils savent effectivement que la théorie de la déstabilisation part d'un degré national pour arriver à un degré international où des prévaricateurs vont entrer dans la danse. Je voudrais vous dire, M. Noufélé, que lorsqu'il y a une marche comme celle qui a été annoncée, il y a en fait un coup d'État. Ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a deux démarches que l'entrepreneur politique du chaos fait. La première démarche, c'est de mettre, n'est-ce pas, des marcheurs comme des éclaireurs qui vont annoncer la marche. La deuxième démarche, c'est ce que j'appelle la démarche secondaire, c'est d'infiltrer des mercenaires et des professionnels des coups d'État pour pouvoir, n'est-ce pas, déstabiliser le pays. Et dans ce groupuscule, effectivement, il y a d'autres logiques qui sont la logique, n'est-ce pas, du pillage. Il y a des infiltrés qui entrent, qui ciblent des entreprises, qui pillent et qui ciblent, n'est-ce pas, des coffres-forts pour les casser. Donc, je voudrais vous dire qu'en ce qui concerne la deuxième démarche, qui est d'infiltrer des mercenaires, qui est d'infiltrer des professionnels de coups d'État, nous avons remarqué dans la température médiatique qu'il y a eu des postes qui sont sortis et qui demandaient d'identifier des ministres, les maisons des ministres, d'identifier, n'est-ce pas, les généraux, et d'identifier des personnes comme nous qui sont des figures marquantes du parti pour pouvoir, n'est-ce pas, les brûler. Et à ce niveau-là, effectivement, je voudrais dire à l'encontre de tous les Camerounais et à l'encontre de nos co-panélistes qu'il ne faudrait pas qu'ils pensent que lorsqu'ils nous ciblent, nous autres, qui sommes, n'est-ce pas, des patriotes de la République, qui défendons la République, que nous sommes seuls. Il y a des milliers de Camerounais qui sont solidaires au travail patriotique que nous faisons. André Luther Meka, est-ce que c'est cela qui justifie le fait que des Camerounais soient arrêtés avant les marches du 22 septembre et que d'autres fassent l'objet de séquestration ou d'hyper-militarisation de leur domicile? Ce qui justifie nettement la présence, n'est-ce pas, de la police, c'est d'abord dans leur rôle qui est régalien, c'est-à-dire assurer la sécurité des biens et des personnes.
Et je voudrais vous dire également que le dispositif peut être amélioré lorsque des informations tout à fait funestes du chaos viennent, n'est-ce pas, du terrain, viennent, n'est-ce pas, des états-majors du MRC. Il revient effectivement à ceux qui ont l'autorité du pays de pouvoir sécuriser le pays. Mais dans la défense de Maître Roland Djehou, qui est une défense politique, qui voudrait démontrer effectivement que c'est par rapport à l'armada, à la tillerie lourde de la police que les gens ne sont pas sortis, je dis c'est faux. Les Camerounais n'ont pas accepté, n'ont pas marché, les Camerounais ont rejeté cette marche. Et d'ailleurs, dans certains quartiers patriotiques, on dénonçait les marcheurs. Donc, si les Camerounais ont rejeté la marche, pourquoi près de 600 personnes ont été arrêtés et ils sont soupçonnés d'être impliqués dans ces manifestations-là? Est-ce que ce chiffre ne vient pas plutôt conforter le mouvement pour la renaissance du Cameroun sur sa capacité à mobiliser des Camerounais à travers le pays? Je voudrais signifier que ceux qui ont été arrêtés étaient effectivement ceux dont on enrôlait dans la marche et qui étaient dans des carrefours à risque. Parce que la stratégie du MRC était une stratégie de l'esbrouf politique. Ils se regroupaient dans des carrefours où il y a un certain nombre de masses de population pour pouvoir les enrôler et pour pouvoir embarquer la masse. Et il revient notamment dans les méthodes policières de pouvoir mettre la sécurité des biens et des personnes et de pouvoir prendre des personnes par la nasse pour discriminer ceux qui faisaient la marche et ceux qui ne faisaient pas la marche. Après vous, Jean-Robert Wafo, est-ce que vous avez le même regard sur ces événements du 22 septembre 2020, tentative de coup d'État selon le RDPC, initiative visant à mobiliser les populations dans la rue, initiative qui s'est soldée par un échec selon le parti au pouvoir? Quel est votre regard à ce propos? Non, mais il faudrait que le RDPC apprenne à être un peu sérieux et que ceux qui nous gouvernent et donc également apprennent à savoir ce que c'est que la République. Parce que quand vous parlez quand il parle de coup d'État, j'ai entendu dire qu'une construction du RDPC, dans leurs différentes sorties, parler d'insurrection. Permettez-moi ici de dire que l'insurrection, il n'y en a pas eu. Je n'ai lu nulle part dans un communiqué, n'est-ce pas, du MSC, ou alors par une voie officielle, parler d'insurrection. Parce que l'insurrection, c'est quoi? C'est l'action de s'insurger, de se lever contre un ordre établi par la violence armée. Et qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui fonde une insurrection? C'est la dimension politico-militaire, son inscription dans la durée, et la volonté, n'est-ce pas, de contrôler partiellement ou totalement le territoire ou une population grâce à des forces armées irrégulières. Est-ce que vous avez vu, n'est-ce pas, durant ces marches du 22, un seul manifestant avec un caillou? Non. Je n'ai pas vu les images. Et connaissant les méthodes, n'est-ce pas, du RDPC, s'il y avait un seul manifestant avec un caillou, eux, ils auraient filmé, ils auraient montré ça à la face du monde. Non, en réalité, le régime est fébrile. Tout ce qu'on observe là, il ne faudrait pas que les Camerounais, n'est-ce pas, se trompent. Comment se traduit cette fébrilité, Jean-Robert Wafo? Cette fébrilité se traduit d'abord par une tentative désespérée de retourner au parti unique. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas que le MRC. Par exemple, nous, dans le SIF, nous avons été victimes, n'est-ce pas, de cet ostracisme à plusieurs reprises. Le MRC ne fait que copier le SIF. Il faut qu'on le dise. Ici, nous avons organisé plusieurs marches. Je dis bien plusieurs marches de protestation. Et je vais même aller plus loin. Avez-vous vu dans quel pays au monde ne voit-on pas un parti politique d'opposition braver les interdictions de marche? Dans quel pays au monde? Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, il y a un système de 2 poids, 2 mesures. Autant les camarades de M. Meka manifestent comme ils veulent et quand ils veulent, autant quand c'est l'opposition, c'est le refus systématique. Quand je parlais des marches, quand je disais que ce n'est pas la première fois que l'on voit cela, parce que les marches pacifiques sont dans l'ADN du SDF. Je me rappelle, n'est-ce pas, dans les années, à la fin des années 97, le Tchelman John Founi, devant l'immeuble Étoile,
On lui avait pulvérisé de l'eau sale. Pulvérisé de l'eau sale. Et on avait vu même un policier tenter de tirer sur lui. N'eût été, n'est-ce pas, nos sympathisants, alors les manifestants, le chairman Trémois. Et aujourd'hui, quand vous allez chez le chairman, juste à son entrée, vous voyez cette image, cette photo, grandeur nature. Je vais plus loin. Nous avons également vu, alors que nos députés ont été incapables, de par l'autisme et la condescendance de ceux qui nous gouvernent, de faire inscrire à l'ordre du jour la question anglophone. Nous avons vu marcher à Boya et à Bamenda. Ils ont bravé ces interdictions. Mais nous avons vu par exemple dans le littoral, l'honorable Jean-Michel Ndiaye, président régional, il a fait 53 demandes, n'est-ce pas, de manifestations publiques. Il a essuyé 53 interdictions. Alors, dans ce cas, comment et chaque fois, le RDPC avait le même mot. Insurrection, insurrection, insurrection. Mais écoutez, à un moment donné, on se pose donc la question de savoir où est-ce qu'on en est. Et M. Meka, vous êtes en train de réussir l'exploit. Vos camarades et vous, ainsi que les membres du gouvernement. Vous êtes en train de réussir l'exploit de faire en sorte que les Camerounais regrettent la période Aïdjo. Parce qu'au moins, lors de la période d'Amadou Aïdjo, il y avait des lois d'exception. C'était clair. Tout à fait. C'était clair. C'était inscrit. Mais depuis 1990, n'est-ce pas, nous avons un arsenal juridique. Il y a la loi numéro 90/055 sur les manifestations publiques qui prescrit, n'est-ce pas, la liberté le régime de la déclaration. De manifester, pourvu qu'on déclare, parce que la déclaration sur le préalable. Il y a la Constitution de la République qui, dans son préambule, prescrit la liberté de manifester. Le Cameroun même est allé jusqu'à signer. C'est-à-dire que des accords et traités internationaux allant dans ce sens. Je parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme, de la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance, du Pacte international pour les droits civils et politiques. Et vous avez signé tout ça parce que c'était des conditionnalités qu'on avait données au Cameroun pour pouvoir faire des emprunts. Ou alors pour pouvoir aider le Cameroun. On a comme impression, donc, aujourd'hui que vous ne l'avez pas fait de gaieté du cœur. Mais je vais vous dire, on ne retournera plus jamais à la période de parti unique. Il faut faire très attention. Et quand vous passez le temps à le faire, vous êtes en train de créer des conditions. Ce n'est pas d'une implosion. J'ai même on va en parler tout à l'heure, Jean-Robert Wafo. Permettez à Edmond Kambia de pouvoir réagir sur ce climat de terreur que décrit l'opposition sur ce plateau. Comment expliquer qu'on en soit là, Edmond Kambia? Je vais vous dire, Cédric Noufélé, qu'il y a un mot qui a été régulièrement utilisé, et je vais juste compléter ce que vient de dire le ministre du Shadow Cabinet du SDF sur le mot ou le terme insurrection, par-ci, par-là. Je voudrais rentrer dans les termes juridiques, notamment citer le droit international sur cette notion-là. D'après le dictionnaire du droit international public, un document où figurent plus de 3500 définitions du droit international. Voici comment l'insurrection est définie. Je cite: soulèvement d'une certaine ampleur qui vise à renverser par la force le gouvernement établi ou à détacher une partie du territoire d'un État afin de créer un nouvel État. Fin de citation. Cet extrait du dictionnaire du droit international public, un ouvrage qui a été rédigé sous la direction de Jean Salmon, publié en 2001 aux éditions Breland, Bruxelles. Il y a dans cette définition au moins deux éléments importants sur lesquels j'insiste pour qu'il y ait insurrection. Renversement par la force. Il y a le recours armé. 1. 2. Le contrôle du territoire. Parce que je donnais une deuxième définition tout à l'heure, où ces deux éléments reviennent pour qu'il y ait insurrection. Je cite à nouveau: soulèvement d'une certaine ampleur qui vise à renverser par la force le gouvernement établi ou à détacher
une partie du territoire d'un État afin de créer un nouvel État. On peut se poser au moins deux questions à partir de cette définition. Est-ce que le MRC a marché le 22 septembre dans l'optique de renverser par la force le gouvernement établi? Oui. Il me semble que non. Oui. Monsieur Meka, vous permettez que je déroule? Vous aurez votre temps de parole. Je dis renversement par la force. Est-ce que ceux qui ont marché étaient armés? Non. Le deuxième élément important de cette définition, c'est détacher une partie du territoire d'un État afin de créer un nouvel État. Est-ce que cette marche visait à détacher une partie du territoire du Cameroun pour en créer un autre? Non. Mais le gouvernement s'appuie... Il ne s'agit donc pas Le gouvernement Edmond d'un Kambia... mouvement rebelle ou d'un mouvement sécessionniste. Le gouvernement Edmond Kambia s'appuie sur le fait que les appels à la manifestation du MRC avaient pour objectif de faire partir le président de la République. C'est sur cet argument-là sur lequel se fonde le gouvernement pour dire qu'il s'agit d'un projet insurrectionnel pour renverser les institutions démocratiquement élues. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais revenir à cette question. Permettez que je termine avec la deuxième définition. Cette fois-ci, c'est du professeur Tabassoum Sadia, qui a fait une publication intitulée « Des combattants, non des bandits, le statut des rebelles en droit islamique ». Voici comment ce professeur définit, fait le lien entre la rébellion et l'insurrection. Je cite: « Appelée rébellion, une insurrection qui grandit à tel point que les rebelles occupent et contrôlent une partie du territoire en défiant le gouvernement de l'État d'origine. » Vous voyez que c'est les deux éléments que j'ai cités tantôt reviennent. Une insurrection qui grandit à tel point que les rebelles occupent et contrôlent une partie du territoire en défiant le gouvernement de l'État d'origine. Il y a l'élément territoire et l'élément rébellion qui est assimilé à l'insurrection. Quand j'ai dit ceci, maintenant je réponds à votre question. Et je pense que les téléspectateurs qui nous ont écoutés ont compris qu'il ne s'est jamais agi d'une insurrection le 22 septembre 2020. Je voudrais qu'on classe d'abord ce point précis pour avancer. Maintenant, pour répondre à votre question, le gouvernement dit qu'ils avaient l'intention de renverser l'État ou les institutions. Il parle de coup d'État, il parle également d'insurrection ou de rébellion, comme je l'ai dit par rapport à cette définition, notamment la seconde. Et à la réponse aux questions que je me suis moi-même posées, après lecture de cette définition, on comprend très bien qu'il ne s'agissait nullement d'une insurrection. Donc, lorsque le gouvernement parle de ce souci de renverser les institutions, que me semble-t-il, le MRC ne l'a jamais dit dans aucun communiqué, dans aucun discours, ni de son président national, ni de quiconque, par rapport à toutes les lectures que j'ai pu faire des sorties du président national du MRC comme de ses collaborateurs ou de la directoire du MRC. Je pense plutôt pour ma part qu'il s'agit d'un procès d'intention qui est fait à l'endroit du MRC. Et le décor qu'on a vu planter le 22 septembre à Yaoundé, à Douala, dans d'autres localités du pays comme Bafoussa, Bafan et même Lou, où les populations ne sont même pas sorties parce qu'il y avait la militarisation des forces de gendarmerie et de police partout. Nous rappelle, et je l'ai dit récemment sur ce plateau, un décor d'état d'exception ou d'état d'urgence. Et je voudrais rappeler une expression chère à certains éminents juristes camerounais qui ont parlé à une certaine époque au Cameroun de la législation d'exception ou de la législation de la peur. Nous sommes revenus en réalité depuis quelques jours et particulièrement avant le 22, pendant le 22 septembre et après le 22 septembre, puisqu'on continue à arrêter, à interpeller les gens avant, pendant et après, aux ordonnances du 12 mars 1962 sur la subversion. Quel est le lien? Que nous avions cru être abrogés par la loi numéro 90/046 du 19 décembre 1990 portant subversion. Parce que l'ordonnance de 62 sur la subversion a été abrogée. Mais on s'est rendu compte d'abord que certaines des dispositions de cette ordonnance sur la subversion ont été distillées, transférées dans le code pénal, et d'autres, de façon
sibylline dans la loi de décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme. Et aujourd'hui, nous sommes retournés presque à 60 ans en arrière. C'est-à-dire 65 ans. 58 ans. Si je m'en tiens à la date de l'ordonnance de 62, 58 ans, voire 60 ans après, on ramène sur la table au Cameroun un régime d'État policier. Et le plus grave, c'est que ce n'est pas encadré par des textes de loi. Parce que pour vivre le scénario que nous vivons depuis quelques jours, il lui fallut que le chef de l'État décréta l'état d'urgence ou l'état d'exception. Qu'il peut faire en utilisant les dispositions de la Constitution. Non seulement il ne l'a pas fait, nous vivons dans l'état d'urgence ou l'état d'exception de fait. Et nous nous rendons compte que depuis le 22 septembre 2020, le Cameroun vit dans une situation où les droits, les libertés fondamentales ne sont plus du tout respectées. Où le Cameroun ressemble à l'Union soviétique ou à la Russie sous Staline, où tous ceux qu'on appelait les dissidents étaient arrêtés, interpellés et jetés dans le goulag. Et certains n'en sortaient plus. Nous avons la réalité sur le terrain. Certains ont été enlevés, arrêtés avant le 22. Ils sont à la prison de Nobel, ils sont à Kondengui. D'autres sont dans des unités de police et de gendarmerie. Certains ont pu être libérés le même jour ou quelques jours après. Et je saisis cette occasion pour dénoncer de manière ferme l'arrestation, les bastonnades, les traitements cruels et dégradants auxquels ont été victimes les journalistes, les caméramans, notamment le journaliste de la Nouvelle Expression, Ludovic Dieu de la Nouvelle Expression. Il a été victime d'une torture psychologique, puisqu'on l'a gardé pendant près de 48 heures sans qu'il sache pourquoi il était là-bas. Et visiblement lui poser des questions qui revenaient. Quel est votre lien? Quelles sont vos acquaintances avec le MRC? Ludovic Dieu leur a dit clairement que je suis ici dans le cadre de mon travail de journaliste. Je viens vérifier une information. J'ai appris que le domicile de Maurice Kamto est encerclé, il ne peut pas sortir. Avant de publier l'information, le journaliste doit vérifier l'information. C'est pour cela qu'il est descendu sur le terrain pour vérifier l'information. Et c'est là où on l'a arrêté avec d'autres journalistes. Je voudrais surtout citer le cas flagrant, grave, insoutenable de notre collaborateur, caméraman à l'agence de Yaoundé, M. Ngassi, qui a été victime d'une torture. Et nous avons publié, diffusé des éléments de cette torture-là. Et j'espère que les ONG nationales et internationales, que la communauté nationale et internationale sont témoins parce qu'ils ont suivi des extraits de cette torture au journal de 20h de ce jour-là. Après vous, Edmond Kamgia, Aristide Mono, comment expliquer cette attitude du gouvernement et l'attitude des partis politiques, notamment le MRC et ses alliés engagés dans ces manifestations du 22 septembre 2020? Je pense humblement que nous sommes dans une continuité, ou alors nous étions dans une continuité, mais je préfère le présent. Nous sommes dans une continuité parce que les événements du 22 se poursuivent maintenant dans d'autres cadres. Et pour évaluer cette continuité, en prenant un petit temps pour analyser ce qui s'est passé le 22, il est important de revenir dans les préludes, c'est-à-dire les prélégumènes. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Parce que c'est ça qui pourra bien expliquer le résultat observé de part et d'autre ce 22 septembre 2020. Il faut dire que du côté du parti au pouvoir et de l'État, il y a eu quand même des dispositions qui ont été prises de façon considérable pour étouffer la manifestation ou alors pour faire échouer ces marches qui étaient organisées par une certaine opposition. Je précise bien une certaine opposition, j'y reviendrai. Il y a donc eu la mobilisation à la fois du maintien de l'ordre excessif avec la police qui s'est déployée, et également le tonton Makout. Le tonton Makout, c'est
le service secret, qui opère, parce qu'il n'était pas question en fait de laisser les choses se dérouler comme en 2019, où on a attendu que les gens sortent pour les arrêter, mais là il fallait anticiper, décapiter le leadership des marches. On a mobilisé les instruments de l'État, et ces instruments, les instruments médiatiques de l'État, et ces instruments ont joué un rôle très considérable parce qu'il a été question de procéder à un endoctrinement des Camerounais. À quelle fin? À des fins de désenchantement de l'initiative qui était portée par le MRC. La CRTV s'est mobilisée. Malheureusement, ce n'est pas son rôle parce que un média d'État ou un média de l'État n'a pas vocation à rentrer dans le jeu partisan. Peut-être la communication institutionnelle, oui. Un ministère a inauguré telle chose, mais ce qui concerne les partis politiques et autres, il faut être un peu modéré et avoir un traitement de l'information équitable, ce qui n'a pas été fait durant ces semaines. On a vu Cameroun Tribune se mobiliser pour dissuader les Camerounais. On a également eu la mobilisation des médias satellites, des médias qui gravitent autour du RDPC ou alors qui sont pro-étatiques, avec un discours qui portait sur la diabolisation de la marche, question de présenter ou alors de jeter le MRC et ses alliés à la vindicte populaire, pour qu'il y ait, comme je le disais tout à l'heure, des enchantements. Il y a eu la tribalité qui a été convoquée, et je pense que ça a été un élément déterminant pour étouffer les marches. Un cantonnement purement bamileke des marches a été développé dans le discours populaire de l'ordre dirigeant et ses alliés. Moi, je viens d'un département Biti, je suis originaire du département Biti, le département de la Léquier. Il y a une radio locale qui a passé le message quelques jours, je pense le vendredi avant la marche, en langue locale pour dire qu'il faut désavouer les gens qui viennent d'ailleurs, qui veulent déstabiliser le Cameroun. Donc, et cet élément a été déterminant parce qu'on a situé la chose dans un antagonisme interethnique. C'est-à-dire que si vous prêtez le flanc au projet du MRC, vous prêtez le flanc à l'arrivée des Bamileke au pouvoir qui viendraient comme ça mettre en difficulté le pouvoir Biti. Et je pense que ça a marché. Du côté du mouvement pour la renaissance du Cameroun, je suis dans les prélégomènes. Il y a eu une communication. Seulement la communication ne pouvait pas concurrencer celle de l'ordre dominant qui a utilisé des moyens de l'État qui avaient cet avantage-là. Également, vous savez que les partis d'opposition ne disposent pas d'instruments de communication. Certains me parlent souvent de Equinox, mais je ne sais pas si le promoteur de cette chaîne a une certaine obligation, des obligations vis-à-vis du MRC. Je pense qu'on est là dans des suppositions et je n'ai pas envie de parler de délation. Il y a donc eu cette communication qui n'a pas en fait été assez considérable pour faire obstacle à la communication de l'ordre au pouvoir. On a vu des coalitions qui se sont organisées. Malheureusement, ces coalitions ne se sont pas structurées de manière solide. On avait des éléments épars, par exemple, du Social Democratic Front qui était pro-marche. On a eu des éléments qui étaient anti-marche. À un moment donné, on ne savait pas qui était en fait avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun dans cette initiative. Ces prélégomènes nous permettent aujourd'hui de faire donc une évaluation de la marche. Du côté du parti au pouvoir, je pense que ça a été une réussite. Les objectifs ont été atteints. Il fallait étouffer la marche et on a mobilisé tous les moyens nécessaires comme l'intimidation, la convocation du tribalisme, l'usage des moyens de l'État et également des intimidations et les arrestations. On a atteint les objectifs de ce côté-là. Du côté du mouvement pour la renaissance du Cameroun et alliés, on peut également se féliciter du fait que malgré tout ce déploiement de l'encadrement sécuritaire assez répressif et dur, on a vu des Camerounais disposés à mourir. Je vais prendre le cas de Douala dans la zone de Ange Raphaël où on a vu les jeunes se
s'asseoir même le sol et clamer « tuez-nous, on va mourir ». Donc ça signifie qu'on a atteint un niveau de radicalisation où les Camerounais, une catégorie des Camerounais, est prête aujourd'hui à donner sa vie, tout simplement parce que on est exaspéré, on est déçu, on est frustré, on est des déchus également. Donc, le MRC avait de petits moyens, parce que lorsqu'on évalue, quand on procède à une évaluation, il faut tenir compte des objectifs. Quel était l'objectif du MRC? Je pense que, au-delà de toute prétention, le MRC n'avait pas, cette marche n'avait pas vocation à enlever M. Biya du pouvoir. Quel était donc l'objectif? L'objectif, il faut lire cette marche à partir de la trajectoire du MRC depuis 2012. La trajectoire du MRC, c'est en fait la reprise du combat laissé ou abandonné par le Social Democratic Front dans des années de braise. Parce que le MRC s'est rendu compte que suivre le régime dans son opposition de convenance, c'est-à-dire l'opposition qui accepte ses règles, parce qu'après les lueurs d'espoir du Social Democratic Front, on a connu un temps d'opposition de convenance, c'est-à-dire des gens qui sont obligés d'accompagner l'oncle dirigeant dans son jeu politique tel qu'il l'a configuré. Or, le MRC veut sortir de cette configuration parce que cette configuration est inopérante. Cette configuration n'apporte absolument rien à l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition parlementaire ou institutionnelle peut nous donner des illustrations des réformes opérées peut-être au niveau du Parlement? Il n'y a absolument rien parce que la majeure partie des réformes qui ont été opérées, c'est soit de la volonté du parti au pouvoir ou tout simplement des effets de la rue. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une menace et l'oncle dirigeant décide souverainement d'opérer des mutations. Donc, le MRC est dans ce processus et l'événement de mardi passé se situe en fait dans cette logique-là. Il faut désacraliser le régime. Il faut essayer de le mettre en difficulté, question de créer le rapport de force en démocratie. Parce qu'il y a un problème avec l'opposition de convenance. L'opposition de convenance est tout simplement dans une logique, dans une espèce de quête d'errante. Donc, c'est-à-dire quoi? Dès que vous dégagez quelques énergies alternatives concrètes à celles du régime, on vous copte et on vous met dans une posture de convenance. Et je vais vous prendre un élément simple. Lorsque le MRC annonce le boycott, oui, vous allez pouvoir réagir. Lorsque le MRC annonce le boycott des élections législatives et municipales, le Social Democratic Front, à travers M. Joshua aussi, décide de rentrer dans la danse avec des préalables. Si la crise anglophone n'est pas résolue, le SDF ne prend pas part aux élections. Mais malheureusement, la crise n'a pas été résolue, mais le SDF a participé. Donc ça signifie qu'il y a une certaine duplicité et c'est pourquoi j'aimerais conclure qu'il y a eu échec de l'opposition dans cette marche et victoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Après vous, Aristide Mono, André Luther Meka, pourquoi le RDPC a mobilisé les moyens de l'État, une stratégie tribaliste, dit-il, pour pouvoir faire échec à l'initiative portée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun? Que répondez-vous? Je voudrais d'abord, à la suite des définitions dont M. Kamgi a donné, je vais vous dire qu'il s'est borné notamment dans son fichier. Parce que, peut-être que M. Mono va me comprendre, dans le dispositif, le processus de la crise, il y a des étapes de la crise. Il y a l'étape annonciatrice, il y a l'étape du dénouement, il y a l'étape de la phase chronique de la crise et de la phase aiguë de la crise. Dans les étapes de la crise, la phase annonciatrice pour les autorités permet, n'est-ce pas, d'avoir un certain nombre de données qui leur permettent, n'est-ce pas, d'anticiper. Dans la phase du dénouement, si on n'anticipe pas, effectivement, le dénouement arrive. Et si on n'anticipe pas, si on ne jugule pas le dénouement, on passe à la phase, n'est-ce pas, chronique. Il s'agit donc de quoi? Il s'agit de vous dire que dans les processus d'insurrection et de révolution, c'est la phase annonciatrice qui permet aux forces de l'ordre, aux autorités de prendre la mesure de la situation.
Et cette mesure de la situation, effectivement, fait des renseignements, des fiches de renseignements qui viennent, mais également de la clameur sociale et du pool de l'atmosphère dans les populations. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas, n'est-ce pas, contester le fait que l'État, qui, dans ses missions régaliennes, a pris des mesures pour pouvoir, n'est-ce pas, anticiper sur la phase annonciatrice pour que le dénouement de la crise ne puisse pas s'émanciper. Monsieur Nomon a parlé certainement de la mobilisation de l'ethnie. Confidence pour confidence. Mais j'ai suivi un audio d'un monsieur qui se prétendait être Bamileke et qui s'offusquait du fait que les Bamileke ne sont pas sortis massivement pour pouvoir accompagner la marche. Et il allait plus loin. Il dit que l'obstacle du Bamileke, c'est le Bamileke parce qu'ils sont près de 13 millions et que s'ils sortent en masse, effectivement, ils peuvent renverser le régime. Au-delà de cet audio, analyse sur analyse. Je vous en prie, qui a mobilisé l'ethnie que qui? Au-delà de cette audio, je voudrais également revenir. Au-delà de cet audio, je voudrais également revenir. Mono a cité les moyens de l'État qui ont été mobilisés par le gouvernement pour diaboliser l'initiative. C'est cette question que je voudrais également poser. Comment expliquer que le gouvernement mobilise les moyens de l'État pour tribaliser des initiatives politiques venant de l'opposition? Je voudrais également revenir lorsqu'il y a une sorte de comparaison entre l'époque Ahidjo et l'époque de M. Biya. Mais, M. Edmond Kangia, vous faites preuve d'une très mauvaise foi. Parce qu'à cette époque de la démocratie moderne, sur la guidance du chef de l'État, vous ne pouvez pas parler comme ça. C'était interdit à l'époque d'Ahidjo. Il y a 300 partis politiques qui s'expriment. Il y a unes des journaux qui partent. Cette émission même et l'existence de la maison Equinox est l'expression de la démocratie élevée du président Paul Biya. Je ne vous parlerai pas du processus de décentralisation qui est en marche dans l'histoire du Cameroun et peut-être même en Afrique. Nous avons l'élection des maires qui a déjà eu lieu. Nous avons l'élection des présidents des régions qui est pour moi notamment l'apothéose de la démocratie. Donc vous ne pouvez pas, en tant que quelqu'un qui a véritablement le vécu, de pouvoir faire cette comparaison. Je vous fais fi d'un certain nombre d'histoires tout à fait funestes qui existent dans le cadre, n'est-ce pas, de l'époque Ahidjo. Donc pour moi, quand vous le dites, ça veut dire effectivement que vous êtes de mauvaise foi. Je comprends. Je comprends que il s'agit ici, n'est-ce pas, d'un plaidoyer pour justifier l'échec cuisant et le fiasco, n'est-ce pas, de la marche. D'abord, par la thèse répressive, ensuite, par la thèse tribale, par le spécialiste du MRC, et en voulant démontrer que nous sommes, n'est-ce pas, à des allées-lumière de la démocratie. Aucun pays au monde ne peut faire en sorte que dans la phase annonciatrice de la crise, qu'on annonce le chassement, qu'on annonce un nouvel hall établi et vous déroule le tapis rouge. Ça n'existe pas. Mais vous avez indiqué que c'était une petite formation politique qui n'avait aucun élu, aucun conseiller municipal et qui ne pouvait pas influencer le quotidien des Camerounais. Comment comprendre que son leader annonce des manifestations à la suite de la convocation des régionales et qu'il y ait cette hyper-militarisation, pour reprendre les propos du journal Émergence, hyper-militarisation du domicile d'un leader d'un parti politique? Quelle image cela renvoie lorsque des hommes en tenue sont devant la résidence d'un leader politique durant une semaine, l'empêchant de sortir, empêchant à ses proches de pouvoir y accéder? Quelle image cela renvoie, André Luther Meka? Est-ce que c'est là l'expression de la démocratie selon vous? Je voudrais d'abord vous dire que dans l'analyse, l'anamnèse politique, ce n'est pas toujours les éléments que vous voyez qui sont les éléments déterminants. Dans certains pays du monde, il y a eu des présidents élus. Je crois en Colombie, au Gabon, et on a parlé d'un président élu au Cameroun. Et vous allez constater effectivement que cet habillage politique, ce processus, est effectivement la démarche d'un processus du chaos qui est organisé, n'est-ce pas, par la métropole, par un certain nombre de lobbies de la métropole. Je voudrais également vous dire que lorsque vous faites cette analyse, vous comprenez effectivement que tous ceux qui sont des leaders politiques, tous ceux qui sont des leaders qui invectivent, qui orientent, qui donnent la ligne idéologique de toutes ces marches-là, de toute cette contestation, je veux dire même de tout ce chaos planifié par l'Afrique, sont en Europe. Effectivement, en ce qui concerne tout, j'ai fait cette analyse, tous les postes qui me ciblaient, parce que j'ai été ciblé, qui ciblaient les généraux,
qui ciblaient les ministres n'étaient pas des gens qui habitaient au Cameroun. C'est pour ça donc qu'on doit mettre c'est pour ça qu'on doit mettre des policiers et des gendarmes devant la résidence d'un leader politique. Vous voulez justifier cette attitude? Est-ce que c'est prévu dans le code pénal de pouvoir mobiliser les moyens de l'État, la logistique, de la gendarmerie, de la police devant la résidence d'un leader politique durant près d'une semaine avant, pendant et après les manifestations du 22 septembre? C'est ça la démocratie au Cameroun? Vous êtes à Mondovision. Je crois qu'il y a eu des émeutes aux États-Unis par rapport au meurtre de M. Floyd. Je crois que l'expérience des Gilets jaunes, où il y a eu des blessés et des arrestations, démontre effectivement que nous sommes en démocratie là-bas. Ce que je voudrais vous dire, c'est que en ce qui concerne le leader du MRC, des informations tout à fait fiables faisaient état qu'un certain nombre de personnes se dirigeaient vers le leader du MRC aux environs de 4-5 heures avec du matériel lourd. Et un matériel véritablement lourd. Voilà. Et heureusement, par la force et la prévoyance, n'est-ce pas, des forces de l'ordre, tout cela a été dissipé. Alors, on s'est posé la question, pourquoi ils se dirigeaient là-bas? Ils sont allés prendre le mot d'ordre et prendre, n'est-ce pas, un certain nombre d'orientations stratégiques pour pouvoir agir. M'eût été la prévoyance, n'est-ce pas, de l'armée, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que certaines entreprises sont déjà saccagées et d'autres édifices neutralisés. Est-ce que cela aussi pourrait justifier le fait que des journalistes qui se mobilisent pour la couverture de ces événements soient autant torturés? Vous avez vu ces images du caméraman d'Equinox Télévision, du journaliste de la Nouvelle Expression, des confrères correspondants de RFI dans d'autres médias locaux qui se sont fait arrêter dans des conditions inhumaines, torturés pour avoir couvert ces manifestations. Comment expliquer cela alors que chaque jour, le RDPC estime que le chef de l'État est le chantre de la démocratie apaisée, mais que les journalistes soient autant torturés? Est-ce que vous partagez cette attitude des forces de l'ordre, des journalistes? Je compatis. Je compatis d'abord parce que j'appartiens à la famille des journalistes et je dis qu'il est important qu'on essaye de réguler, n'est-ce pas, la couverture des marches. Et j'invite les autres autorités, à chaque fois qu'il y a une marche, que, n'est-ce pas, les journalistes puissent se déclarer et qu'ils puissent être avec des badges qui permettent à ce qu'ils soient identifiés. Parce que dans la méthode policière, il y a ce qu'on appelle la NAS. On ramasse tout le monde parce qu'on ne sait pas qui est qui. Et c'est normalement les services spécialisés qui essaient de discriminer qui est là, pour quelle cause. Après vous, André Luther, Maître Roland Giroux, sur le fait que le domicile du leader du MRC soit encerclé par les forces de sécurité, vous avez suivi André Luther Meka, il estime que c'était pour éviter qu'un mot d'ordre soit donné à des casseurs dans la ville de Yaoundé et qu'il fallait bien procéder à des arrestations car un plan d'insurrection a été déjoué. Que répondez-vous? Vous savez que le mensonge politique, qui est la recette principale du RDPC, peut également avoir un synonyme, l'art d'être hors sujet. Voyez-vous, on vous dit qu'aux environs de 4 heures du matin, on a eu des informations comme quoi des gens se dirigeaient vers le domicile du président élu, du professeur Maurice Kamto, avec du matériel lourd. Je fais souligner cette formule qui a été utilisée par un monsieur Meka qui a toujours des informations d'un certain type. On se demande s'il n'est pas peut-être le patron des renseignements au Cameroun. Parce qu'il a toujours un type d'information dont il est le seul à pouvoir en déterminer la source. Mais prenons ça comme de l'argent comptant. Je suis un représentant mandataire du RDPC. Et cela ne vous donne pas le pouvoir de m'interrompre non plus. Heureusement que nous sommes sur un plateau de télévision. Et heureusement qu'ici, vous n'avez pas la gendarmerie et la police. J'ai envie de vous demander, en so what? Parmi vos militants, il y a des patriotes, hein? Je vous informe. J'ai envie de vous demander, and so what, quand vous êtes représentant du RDPC? And so what? Ça vous donne le droit de militariser ce plateau aussi? Militariser quel plateau? Respectez donc mon temps de parole. Quand vous aurez votre temps de parole, je crois qu'il vous sera loisible de le dire. J'étais simplement en train de mettre à nu une de vos incongruités. Et comme à votre habitude, vous tentez la manœuvre de la diversion. Vous m'interrompre et empêcher que je dise ce que j'avais à dire. Mais mal vous en prendra parce que je le dirai exactement comme je le pense. Je dirais que si vous êtes dans la logique selon laquelle il y aurait des gens avec du matériel lourd se dirigeant
vers la destination domicile du président élu, le professeur Maurice Kamto. Faisons un peu de maïotique, monsieur Meka. C'est à ce domicile-là qu'il fallait procéder au coup d'État. 1. De 2. Toute la soldatesque dont vous semblez être très proche a-t-elle récupéré quelque matériel lourd que ce soit? L'armée régalienne soldatesque. Encore une fois, et elle insiste toujours, laissez-moi parler, monsieur Meka, s'il vous plaît. Je vous supplie à genoux. Je dis à genoux pourquoi? Parce que vous avez convoqué tout à l'heure l'image de monsieur George Floyd. Et pour les Camerounais qui nous regardent, si on fait abstraction des outils que convoque le régime pour maintenir ce pays dans cette léthargie, à savoir la corruption politique d'une part et le tribalisme, tous les Camerounais à peu près de bonne foi, les patriotes, comme vous l'avez dit, parce qu'effectivement il y en a au MRC, ils sont très nombreux, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont prêts à braver votre imposant dispositif sécuritaire pour s'exprimer, rien que ça, s'exprimer. Je disais donc que si les Camerounais sont comme ils le sont de bonne foi, tout le monde pourrait observer que le Cameroun c'est George Floyd, le Cameroun tout entier, et le régime de Yaoundé a posé son genou sur le cou de George Floyd, qui est le Cameroun, à travers justement la mobilisation du mensonge politique, de l'esbrouf. Parce que si vous aviez appris qu'une bande de personnes lourdement armées se dirigeait vers le domicile... Je n'ai pas dit lourdement armé, j'ai dit avec du matériel lourd. Apprenez le français. Hein. Je vous en prie, apprenez le français. Il a la parole, la copie au primaire. Vous savez ce que c'est que du matériel lourd? Ça peut être du marteau. Au primaire, il y avait comme exercice pour les élèves la copie, non, il faut avoir la récitation. Il faut avoir ce qu'on appelle la et plus tard, certains faisaient la compréhension de texte. Je crois que je n'ai pas dit aussi. Armé, j'ai dit du Il matériel. n'y a pas que les, il n'y a pas que les élèves. Je vous en prie. Vous allez réagir après, André Luther. Vous allez réagir après. Maître Roland Dieu, vous avez la parole. Allez-y pour qu'on puisse comprendre le fond de votre pensée. Mais monsieur Nofele, je n'attends que ça, avoir la possibilité d'aller au bout de mon analyse. Parce que si on se fait interrompre toutes les 2 secondes, avec des contradictions dont on ne se rend pas compte, je disais que la compréhension de texte n'est pas toujours simple pour tout le monde, parce qu'on ne peut pas partir de matériel lourd et donner illustration, c'est-à-dire que faisons un truc basique. C'est un domaine compliqué. Je vous en prie, André Luther. L'analyse de texte, c'est pas votre domaine. Décidément, Albert. S'il y a des honnêtes intellectuels ici vont vous dire que ça peut être beaucoup d'interprétations. André Luther, vous ne pouvez pas donner un caractère André Luther, au mot que j'ai dit. Vous n'avez pas à l'interrompre à chaque fois. Pas son domaine. Vous avez écouté, les autres vous ont suivi, vous exprimez sur ce plateau. Permettez maintenant, je vous en prie, à Maître Roland Diouf d'aller jusqu'au bout, vous allez réagir après. Maître Roland Diouf, allez-y. Décidément, Albert Camus avait raison. Et honnêtement, à l'image de ce que je vois sur ce plateau, il y a longtemps qu'il avait dit, et c'est encore d'actualité, je disais que si on peut partir d'une proclamation de sorte que l'on fasse croire aux Camerounais que des gens se déplaçaient vers la résidence du président élu, le professeur Maurice Kamto, avec du matériel lourd, et que une des illustrations potentielles de ce qu'on entend par matériel lourd, c'est un marteau. Alors, je crois que parfois, le RDPC s'effraie lui-même. Et c'est dangereux. Parce que si on fait l'objet d'une attaque nucléaire demain, je me demande quelle sera la mobilisation que le régime aura. Parce que pour des gens qui se déplacent avec des marteaux, c'était une illustration, c'est une image. Je vous en prie, c'est ça que vous dites de laisser. André Luther, pourquoi vous l'empêchez? Je crois que vous souffrez beaucoup. C'est une illustration, c'est une image. Je crois vraiment. Je vous en prie, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire comprendre concrètement? Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre concrètement? C'est une illustration, c'est une allégorie. Laissez qu'il s'exprime. Mais je suis mal. Laissez-le s'exprimer. Oui, souffrez de ce qu'il s'exprime et vous pourrez réagir après, je vous en prie. Merci, monsieur Noufélé. Je vais passer sur les précisions. C'est mieux. Il semble que ça gêne beaucoup monsieur Meka. Et c'est l'illustration, du pays dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un pays où, quand on se présente comme représentant du RDPC, d'abord on bafoue l'autorité, parce qu'on ne croit pas devoir admettre qu'il y a un modérateur qui peut donner la parole et la retirer
On n'admet pas ça. Quand on est du RDPC, on le rappelle bien souvent. D'un. De deux, on n'accepte pas que ce qu'on dit en face, même si ça ne nous plaît pas, qu'on puisse quand même le dire. On ne se rend pas compte que ce qu'on dit soi-même peut être tout à fait incongru, être un tissu de baliverne. On ne se rend pas compte de ça. On ne se souvient pas que pendant qu'on a débité toutes ces balivernes, les gens ont écouté et ils étaient religieux dans l'écoute. On ne se souvient pas de ça. On estime qu'on est expert de tout et de rien. Au final, rien ne marche depuis une quarantaine d'années. Je vais aller plus loin dans mon propos en indiquant que on convoque beaucoup de concepts au Cameroun. On a convoqué tout à l'heure la notion d'insurrection. À la suite de M. Kamgia, je vais vous donner une définition qu'aimera probablement M. Meka, parce qu'elle est tirée de ce qui leur sert de Bible de la répression, c'est-à-dire le dispositif répressif camerounais, le dispositif pénal, qui est composé entre autres du code pénal, mais aujourd'hui davantage, moins du code pénal aujourd'hui, que la fameuse loi qui réprime les actes de terrorisme et celle qui organise les juridictions militaires. Pour dire que le code pénal dispose, définit l'insurrection, non d'abord la rébellion, comme le fait par la violence, et c'est un avocat qui parle parce qu'en matière pénale et en matière infractionnelle, il y a 3 éléments qu'on convoque. Et je sais que tout le monde n'est pas expert de la question. Non, donc, vous êtes dans votre domaine, mais le français le sait. Et vous voyez que c'est souvent ceux qui se sentent morveux qui finissent par se moucher. Je n'avais indexé personne. Je disais que le code pénal prévoit toujours pour chaque infraction ce qu'on appelle les éléments matériels. Donc si on laisse la définition du dictionnaire du droit international qu'a convoqué M. Kamgia et qu'on revient sur une analyse B à bas, c'est quoi la rébellion? Le code pénal vous dit, à l'article 114, que c'est premier élément, par la violence, on commence par là. Il faut, par la violence, chercher 3 objectifs. Premier objectif, modifier les lois constitutionnelles. Premier objectif, par la violence, modifier les lois constitutionnelles. Deuxième objectif, par la violence, renverser les autorités publiques. Troisième objectif, par la violence, mettre dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir ces autorités publiques-là. Par la violence. Ça, c'est le code pénal camerounais. D'un. De deux, vous ajoutez à ça la notion d'insurrection que je rapproche à celle de bande armée pour précisément vous dire qu'on ne conçoit dans le dispositif pénal camerounais l'insurrection que dans le sens où il s'agit de la mobilisation justement d'insurgés rapprochables de la notion de bande armée pour perpétrer des actes de violence. Parce que sinon, si on fait comme vous, si on admet la définition du dictionnaire comme vous, c'est que le simple fait pour moi sur ce plateau de dire je m'insurge contre les violences policières me fait de moi un insurgé et donc un insurrectionnel. Ce qui n'est pas vrai. Là, d'être hors sujet. Donc, les membres du RDPC, les communicants du RDPC sont les experts, doit cesser. Parce qu'au Cameroun, tout le monde n'est pas dans cette bulle où on croit qu'on peut enfumer tout le monde en permanence. L'insurrection, c'est le fait pour une bande armée d'obtenir par la violence le changement d'un régime. À côté de l'insurrection qui existe, bel et bien, il y a d'autres choses qu'on appelle la liberté d'expression, qui se poursuit notamment dans la notion de liberté de réunion, dans la liberté de manifestation. Et pour votre gouvernement, là encore, ce n'est pas votre domaine, M. Meka, parce que vous n'êtes pas expert, le droit camerounais consacre aussi bien du point de vue des bases constitutionnelles, et peut-être je vais vous aider en vous donnant une notion de base constitutionnelle. Quand on parle de base constitutionnelle, M. Meka, il ne s'agit pas de s'asseoir et de lire le texte de la Constitution et de croire qu'on est devenu constitutionnaliste. Non. Les bases constitutionnelles, le bloc de constitutionnalité renvoie au préambule de la Constitution. 2, vous ne réussirez pas à faire votre insurrection. 2, aux dispositions du droit international auquel renvoie aussi bien le dit préambule que le texte même de la Constitution à travers l'article 45. 3, les dispositions expresses de la Constitution. 4, la jurisprudence constitutionnelle. 5,
les principes généraux du droit. Quand on parle donc des bases constitutionnelles de la liberté de manifestation, alors retenez, M. Meka, retenez-le vraiment, parce que cela va vous aider quand vous serez dans l'opposition, vous ferez usage de cette disposition-là pour manifester vous aussi. Retenez que la manifestation publique est un droit fondamental, exactement comme le droit qu'on a de respirer, exactement comme le droit qu'on a de manger, comme celui de boire. Si quelqu'un vous attrape par le cou, vous ne lui demandez pas l'autorisation pour vous dégager. Vous ne lui demandez pas le permis de respirer. Si vous avez envie de crier, M. Meka, quand votre épouse, quand vous la battez, je ne dis pas que vous êtes un batteur de femmes, mais si ça arrive, quand vous la battez, elle ne vous demande pas l'autorisation pour crier à l'aide. Et donc, c'est précisément pour cette raison que constitutionnellement, et du point de vue du droit international et des droits fondamentaux, la liberté de manifestation qu'on peut assimiler au cri de votre femme est soumise à la simple déclaration. Elle peut être encadrée. Oui, mais je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de m'occuper de votre dossier, mais j'ai des confrères compétents pour ça. Le moment venu, lorsque la déclaration, qui est la seule obligation, est faite, l'État, les États partenaires aux différents textes ratifiant la matière ont l'obligation d'encadrer et ne peuvent prendre des mesures de restriction que si ces mesures sont strictement nécessaires, non discriminatoires et non excessives. Et ça, encore une fois, dans le cas du RDPC, Roland Diouf, le gouvernement estime que la situation du professeur Maurice Kamto est en examen approfondi par les instances judiciaires et celle du mouvement pour la renaissance du Cameroun est également en examen approfondi par le ministère de l'administration territoriale. Comment vous comprenez ces propos du gouvernement? Qu'est-ce qui signifie pour vous? C'est un grand saut dans le passé. Le grand saut dans le passé. Parce que M. Meka a tenté de comparer son régime à celui de M. Ahidjo. Il a voulu dépeindre le régime Ahidjo comme le pire des régimes que le Cameroun ait connu. C'est une inférence, je ne l'ai pas dit. J'aimerais lui dire, à ce sujet, que si du point de vue des libertés, on peut avoir effectivement beaucoup de soucis à se faire avec la gouvernance de l'époque Ahidjo, du point de vue de l'essor économique et social, il y a beaucoup de leçons que le renouveau devrait pouvoir en tirer. La preuve, c'est que le renouveau a été le fossoyeur des principaux acquis de ce régime-là. La BCD, par exemple, a été fermée sous le régime Biya alors qu'elle avait été créée sous le régime Ahidjo. Je crois qu'il y a des exemples que vous devez souvent regarder avant d'affirmer n'importe quoi. J'étais en train donc de dire que on a fait un grand saut dans le passé parce qu'aujourd'hui, à travers l'attitude qu'on observe des forces de l'ordre, on est même pire qu'en 1962. On est carrément retourné à l'époque 1955, où un certain Roland Pré avait cru devoir pousser dans la clandestinité l'UPC. Et le régime de 2020, qui se définit comme, selon les termes de M. Meka, une démocratie apaisée, un de ses collègues parle de république exemplaire en construction, nous explique qu'on peut, aujourd'hui en 2020, militariser le domicile privé d'un citoyen camerounais pendant une semaine, l'empêchant d'exercer sa liberté d'aller et de venir, sans qu'une autorité judiciaire, n'importe laquelle, en ait décidé ainsi. Après, ils nous parleront de la séparation des pouvoirs. Après, ils nous parleront, etc., etc. Mais il se trouve simplement qu'il y a quelques illuminés à Yaoundé qui, parce qu'ils réfléchissent sur la suite à donner à leur adversaire politique, parce que là encore, il faut le préciser, ce n'est pas l'État du Cameroun qui agit, ce sont les militants du RDPC qui agissent contre leur adversaire politique. On peut le maintenir en résidence surveillée de fait. Non, M. Meka, on n'est pas en démocratie. Vous avez inventé une chose dont les manuels de sciences politiques vous seront grés par la suite. C'est ce que le professeur Achille Mbembe appelle la démocrature. Vous prenez les éléments visibles de la démocratie, vous les affichez, exactement comme le fait de pouvoir discuter sur un plateau de télévision, vous les affichez, et les éléments fondamentaux de la démocratie, à savoir la transparence électorale, l'alternance
et le respect des libertés des uns et des autres, vous confisquez cela. Après, et vous appelez ça démocratie. J'aimerais avoir la réaction de Jean-Robert Wafo, ministre du chef de cabinet du SDF, sur les conséquences d'une telle atmosphère politique au Cameroun. Lorsque vous suivez les raisons qui motivent, les motivations du gouvernement pour déployer l'armada à la fois judiciaire, policier et sécuritaire, pour faire face à ce qu'il qualifie de projet insurrectionnel, comment réagit le SDF? Qu'est-ce que vous entrevoyez au regard de ces tensions politiques au Cameroun? Non, mais nous ne sommes pas surpris par la réaction du gouvernement. Ils sont coutumiers du fait. Parce que je vais vous rappeler une chose. Je me rappelle encore, n'est-ce pas, de la mort, de l'assassinat du Français qui avait la boucherie Nourri. Un ministre de la République avait organisé toute une conférence de presse pour dire que les assassins de boucherie Nourri étaient dans le véhicule, donc on les a aperçus dans le véhicule du chairman Ni John Fundi. Tout le monde le sait. Ils sont toujours en train d'inventer des choses. C'est pour ça que je dis, ce qu'ils appliquent là aujourd'hui, ils ont longtemps appliqué ça au SDF. Et contrairement à ce que M. Monod dit, vous ne pouvez pas dire que, ça je vous cite, vous ne pouvez pas parler du combat laissé par le SDF. Non, le SDF est dans le combat. La preuve, la dernière marche, nous avons organisé une marche ici, c'était en 2019, je crois que c'est le 23 janvier 2019, donc au lendemain des élections, d'élections présidentielles. Nous avons été, n'est-ce pas, maltraités, torturés par la Sodaltesque. C'est connu. Et quand je parle de 53 manifestations publiques, 53 déclarations de manifestations publiques pour la seule région du littoral, et qu'on a essuyé 53 interdictions, vous comprenez bien, mais la situation qui se passe là aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que le RDPC veut à tout prix qu'on retourne à l'époque du parti unique. Avant ces marches, j'ai entendu des déclarations. Il était une question de surveiller les gens. C'est-à-dire que d'interdire même les réunions publiques. Mais je rappelle, je vais convoquer ici la jurisprudence germinale contre l'État du Cameroun, où le juge administratif a dit que pour ce qui concerne les réunions publiques, elles ne doivent pas être interdites dès qu'elles sont déclarées. Mais vous avez fait fi de ça, alors qu'on n'est pas en état d'urgence, ou en état d'exception, décrété par le président de la République. On a vu tout un MINAT, un ministre de l'administration territoriale, interdit, n'est-ce pas, les réunions publiques. Sans toutefois même se soucier de ce qu'il y a eu une jurisprudence qui interdit d'interdire les réunions publiques une fois qu'elles sont déclarées. Je vais dire, monsieur Aristide Monod, vraiment, je vous dis bravo. Je vous dis bravo parce que vous avez fait part de ce que il y a eu une radio locale qui a appelé à la... Vous avez parlé de tribalité, non, mais c'est le tribalisme. Parce que la tribalité, c'est le fait d'aimer sa tribu. Et le tribalisme, c'est le fait de détester celle des autres. J'ai plutôt parlé de la manipulation. Donc, si vous parlez donc de manipulation, ça veut dire, c'est-à-dire que c'est le tribalisme. Effectivement, voilà. Je l'ai dit. Okay. Et moi, je vais dire une chose. J'ai lu le communiqué du ministre de la Communication. Il parle d'instrumentaliser le fait ethnique. Il faut faire très attention. Je dis, il faut faire très attention. On peut combattre un homme politique, un leader politique, sur ses idées, mais pas sur son appartenance ethnique. Parce que ça, c'est du tribalisme caricatural et puéril qui peut ouvrir la porte à des déflagrations politiques, sociologiques et économiques de très grande amplitude. Il faut que ça cesse. Et moi, j'ai bien peur pour ce pays. Parce que j'ai l'impression qu'on aura à choisir, après M. Biya, entre ce que j'appelle, dans ce que je peux appeler le procès de Nuremberg, ou alors la commission vérité et réconciliation. Quand je parle du procès de Nuremberg, il faut que nos téléspectateurs sachent ce que c'est. Après la mort de Hitler, les Alliés ont constitué
n'est-ce pas, un tribunal. C'est-à-dire qu'on déclenchait un procès. Et au tribunal, on est allé jusqu'à traquer, n'est-ce pas, ceux qui étaient complices de Hitler. Ils sont donc venus, ils ont été condamnés et tout. Mais moi, je préfère, parce que je suis un républicain, parce que je suis soucieux, n'est-ce pas, de l'harmonie de ce pays, qu'il y ait une commission vérité et réconciliation. Parce que les archives existent. Et puis, je vais dire, quand on dit appeler au départ de Biya, appeler au départ du président Paul Biya. Pour le gouvernement, c'est l'appel à l'insurrection. C'est l'appel à l'insurrection. Mais ils sont qui? Je dis que le MSC ne fait que copier le SIF, qui a, n'est-ce pas, durant longtemps, demandé le départ de Biya. Et je vais dire, en 91, la coordination et Edmond Kamgué est donc témoin. Quand ils sont allés, quand les membres de la coordination sont allés à Paris, il y a un numéro de Jeune Afrique et économie, où il y avait pour titre, il y avait Augustin Frédéric Kodok, les Luc Sinjou, le bâtonnier, l'excellent bâtonnier Charles Tchouné et tout. On avait mentionné, si M. Biya sans tête, on le débarque. Ouais. Si M. Biya sans tête, on le débarque. Ils sont rentrés au Cameroun, on ne les a pas assignés à résidence. On ne les a pas arrêtés. Je vais même plus loin. La France qu'on aime bien convoquer. On a vu, n'est-ce pas, les Gilets jaunes réclamer le départ d'Emmanuel Macron. Mais ils ne sont pas passés devant une cour martiale. Pas du tout. Au contraire, même quand ils ont fait leur manifestation, quand ils ont déclaré, on les a encadrés. Et puis après, quand il y a eu, n'est-ce pas, quand ils ont décidé de ne plus faire des déclarations, le gouvernement les a rappelés à l'ordre. Et même malgré le rappel à l'ordre, ils étaient encadrés. Ceux qui ont été pris, c'était des casseurs. Je vais même plus loin. En Côte d'Ivoire, à côté, le FPI et le PDCI sont en train de demander le départ du président Alassane Ouattara. Est-ce qu'on les a traités d'insurrection? Est-ce qu'on a traité cela d'insurrection? Est-ce qu'on les a mis en résidence surveillée? Je vais même encore plus loin. Les démocrates demandent régulièrement le départ de Donald Trump. Est-ce qu'on les a mis en résidence surveillée? Est-ce qu'on les a pris pour les envoyer devant une cour martiale? Mais aujourd'hui, parce que les gens appellent au départ de M. Biya, qui a un droit. Qui a un droit. La liberté d'expression existe. On les prend, on les arrête, on les met, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans des commissariats, dans des brigades de gendarmerie, et on leur promet même le tribunal militaire. Mais vous voulez faire retenir le Cameroun 30 ans en arrière? Plus de 60 ans en arrière. Monsieur Meka, vous n'aidez pas M. Biya. C'est vous qui l'aidez. Je dis vous n'aidez pas M. Biya. C'est vous qui l'aidez. Parce que il me souvient il me souvient que répondant à une question d'un journaliste. Je ne peux pas suivre mon langage. À Radio Monte Carlo. À Radio Monte Carlo. Quand vous avez parlé, M. Meka, mais écoutez, quand vous avez parlé, je vous ai suivi. Pardonnez-moi. J'ai dit donc, répondant à une question d'un journaliste, je crois que c'est Yves Mourouzi. Yves Mourouzi. Sur Radio Monte Carlo, qui lui avait demandé, Monsieur le président de la République, que souhaitez-vous que les Camerounais retiennent de vous? Il a dit, j'aimerais que les Camerounais retiennent de moi quelqu'un qui a apporté la démocratie. Vous n'êtes pas en train de le servir. Et la prospérité. Et la prospérité. Vous n'êtes pas en train de le servir. Jean-Robert Wafo, le RDPC estime que la démocratie, on peut débattre sur la démocratie, mais la prospérité, il faut oublier. Je vous en prie, monsieur. Jean-Robert Wafo, la parole. Le RDPC réagit à travers son secrétaire à la communication qui estime que la démocratie, ce n'est pas l'anarchie et que seule la voie des urnes peut permettre à un parti politique de conquérir le pouvoir démocratiquement. Est-ce que c'est ça une réponse face aux réalités vécues au Cameroun? Monsieur Famendongo ne croit lui-même pas en ce qu'il dit. Donc il se parle donc certainement à lui-même. Tous les mécanismes sont verrouillés. Quand l'opposition dans son entièreté réclame la refonte, non, la révision consensuelle du code électoral, pourquoi ils s'arc-boutent tant s'ils sont si populaires? Pourquoi ils n'introduisent pas ne serait-ce que le bulletin de vote unique pour parer aux achats de conscience quand il y a les élections? Non, mais il faut qu'ils arrêtent. Je vais même plus loin. En France, on a légalisé un parti politique qu'on appelle la France insoumise. De Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise. Il a dit, je légalise mon parti. C'est la France insoumise. Insoumise à quoi? Aux institutions de la 5e République. Insoumise à ceci. Si ça avait été au Cameroun, on vous aurait jeté déjà à Kondengui.
Non seulement on aurait interdit, mais on aurait mis à... Non, écoutez, il n'y a pas de démocratie. Au Cameroun, c'est la démocrature. Comme vous avez si bien rappelé, Achille Bembe. La démocrature, c'est quoi? C'est une dictature revêtue taille conviviale, revêtue juste des oripeaux de la démocratie. Parce que le premier indicateur, n'est-ce pas, du niveau de démocratie d'un pays, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de manifester. Sans cette liberté, il n'y a pas de liberté tout court. Or, vous avez prouvé, vous n'avez eu de cesse de prouver que les marches qui sont interdites, qu'il n'y a pas de démocratie, qu'il n'y a pas de liberté du tout au Cameroun. Et quand il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. Et puis je vais dire, parce qu'il faut que ce soit très important, donc il faut que moi je le rappelle. Il dit, vous avez dit que le SDF a laissé le combat. Non. Non. Nous avons choisi la voie institutionnelle. Ce qui n'empêche pas que nous puissions également, que ça ne nous a pas empêché de faire des manifestations de rue. Mais il se trouve, nous l'avons fait durant longtemps et nous le faisons encore, et nous allons même le faire. Le SDF n'a jamais, contrairement à ce que vous avez dit, M. Aristide Mouno, n'a jamais été contre les marches du 22. Il faut que ce soit clair. Je ne l'ai pas dit. Le SDF, par la voix du chairman, a dit ceci, et je reprends ces mots en anglais. We are for now not prepared to join them. Donc pour le moment, pour ce qui concerne cette marche. Il a précisé que néanmoins, à la suite de la correspondance du professeur Maurice Kamto, il a mandaté les plénipotentiaires du SDF pour discuter. Et contrairement à ce que M. Meka pense, et c'est ça qui vous rend un peu euphorique, mais c'est une euphorie qui va se transformer en pleurs. Mais il faut être doté d'un esprit irrationnel pour croire que c'est le 22 que le président de la République allait tomber. Non, pas du tout. On ne renverse pas une démocratie comme ça, donc une dictature. On ne renverse pas une dictature en un jour. Justement, on ne renverse pas un régime en un jour. Et quand je dis ceci, il veut faire retourner les gens au parti unique. Je dis, laissez-moi finir. Pourquoi voulez-vous que l'opposition se taise quand vous êtes incapable de promulguer le cessez-le-feu dans le nord-ouest et le sud-ouest? Pourquoi voulez-vous que l'opposition se taise quand les mécanismes de dévolution du pouvoir sont confisqués par vous? Pourquoi voulez-vous que l'opposition se taise quand même celle parlementaire est incapable d'inscrire à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale la question anglophone? Pourquoi voulez-vous que l'opposition se taise quand dans un pays, en matière de santé, il y a un médecin pour 10 000 habitants? Pourquoi voulez-vous que l'opposition se taise quand le SMIC est à 36 000 francs? Pourquoi voulez-vous que l'opposition se taise quand on est arrivé à un stade dans ce pays, quand dans un pays comme le Cameroun, nous en sommes à importer l'huile de palme du Gabon? Pourquoi voulez-vous que l'opposition se taise quand bientôt nous allons même importer les tomates du Gabon? Parce que nos agriculteurs ne s'en sortent pas, ils l'ont dit. Le cajot de tomates maintenant coûte 12 000 francs CFA. Pourquoi voulez-vous que l'opposition se taise? Cette opposition ne se taira pas. Alors c'est compris, et le parti unique ne retournera pas. C'est compris, Jean-Robert Wafo. Alors voilà. André Luther Meka, pourquoi il y a cette terre de démocrature et de dictature selon l'opposition? Pourquoi le RDPC, le gouvernement entretiennent cette terre de démocrature et de dictature? Monsieur Noufele, je voudrais d'abord dire que quand on convoque le tribalisme et notamment le bout de phrase du ministre Sadi, ce n'est pas le ministre Sadi qui a appelé au génocide des boulots. Ce n'est pas le ministre Sadi qui a dit que notre moment est arrivé pour bouffer la tontine. Cela a été dit par un ancien député RDPC, aujourd'hui l'opposition. Ce n'est pas le RDPC qui convoque le tribalisme pendant, n'est-ce pas, ces moments politiques. Je voudrais vous dire, pour que monsieur Maître Ndiou comprenne très bien ce qui se passe. Il y a instrumentalisation de l'ethnie. Je vous prends 2 exemples. En 1985, M. John Fundu perd les élections face à M. Achille Echou. Qu'est-ce qu'il fait? Il va créer le SDF avec les Founders Fathers qui sont, n'est-ce pas, anglophones. Je vous également vous donner cette information. Lorsque votre leader, le MRC, lorsqu'il apprend qu'il ne sera plus ministre, il démissionne. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrache un parti sur la connotation ethnique. Et il fait un répit identitaire où il ne peut pas dire aux frères que c'est notre moment. De quoi s'agit-il, M. Noufele? Il s'agit effectivement des déchus du pouvoir.
des déchus, de ceux qui ont été encadrés par le chef de l'État, qui instrumentalisent l'ennemi pour conquérir. Non, c'est vous qui instrumentalisez l'ennemi. C'est de ça qu'il s'agit. Et les Camerounais qui sont conscients. Ce qui arrive Monsieur Wafo, vous n'allez pas au Suya. Vous ne pouvez pas me faire taire. Je vais dire aux Camerounais. Je vais dire. En 90, vous avez parlé des Anglo-Bamileke. Vous ne pouvez pas. Pour dire concernant le... Je vais passer le message. Vous ne pouvez pas. Jean-Robert Wafo, permettez qu'il aille jusqu'au bout. André Luther, vous avez la parole. Je voudrais également vous dire Anglo-Bamileke que le SDF est éclaté par ces tendances tribales. Vous n'avez aucune raison. Je vais jusqu'au fond. Vous n'avez aucune leçon. Je vous en prie, André Luther, permettez qu'elle aille jusqu'au bout. Ce que je voudrais dire... Mais après, M. Biya, ce que je voudrais dire, en fait, sur le plan politique, c'est quoi? C'est qu'effectivement, c'est un problème politique. Et ce débat politique, nous devons nous poser sans les avocats. Parce qu'effectivement, il y a des gens, parce que les avocats ne font pas la politique. Il y a des personnes, des personnalités qui instrumentalisent désormais on est interdit de politique pour conquérir le pouvoir. Ouais, vous allez remarquer que pour la... les avocats ne font pas de la politique. Mais il vient de réciter le droit. Peut-être. Nous parlons des choses sérieuses. André Luther a la parole, messieurs. Il est devenu un homme politique, pas de réciter les articles sur les plateaux. Ce que je voudrais signifier si votre ici, méconnaissance des textes vous fait si mal, mettez-vous aller à l'école. Le véritable problème que nous avons, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes que les gens veulent faire taire. Il y a des gens qui ont été avec M. Biya et effectivement qui n'ont pas accepté le fait qu'on puisse renouveler l'élite politique et qui sont allés effectivement instrumentaliser l'ennemi pour conquérir le pouvoir. Je vous ai donné, je peux même aller, le président de l'UDC. Il a été à l'UNC, il a été effectivement... Mais c'était l'époque du parti, M. Meka. Mais je suis en train de vous dire qu'ils étaient dans le RDP. Messieurs, respectons la mémoire du docteur Adamou Damjoya. Je vous en prie, respectons la mémoire du docteur Adamou Damjoya. Nous sommes en train de parler. Nous sommes en septembre 2020. Nous parlons des arrestations qui ont eu lieu à la suite des manifestations organisées par une coalition de certains partis de l'opposition et la société civile. Vous avez suivi sur ce plateau André Luther Meka. Comment le MRC et le SDF estiment que le gouvernement entretient une atmosphère de démocrature et de dictature au Cameroun? Ils ont donné un certain nombre d'éléments. C'est sur ces éléments que je souhaite que vous apportez des explications. Pourquoi donner le sentiment aux Camerounais qu'ils peuvent s'exprimer et lorsqu'ils veulent organiser des manifestations à travers leur formation politique, ils sont arrêtés, assignés à résidence sans qu'il y ait une procédure légale qui justifierait de tels actes? André Luther. Oui, je voudrais d'abord vous signifier qu'il y a des intellectuels ici, un intellectuel qui a mobilisé le tribalisme comme effectivement un élément de la déstabilisation de la marche. J'ai voulu effectivement faire une parenthèse là-dessus. Mais j'ai l'impression de tourner en rond. J'ai l'impression de tourner en rond parce que quand je vous donne les étapes de la crise, parce que quand on parle de crise, c'est quoi la crise? C'est un dysfonctionnement du système qui crée un blocage sans issue. Et pour qu'il y ait effectivement cette étape, il y a des étapes à traverser et les politiciens mettent en marche ces étapes qui font en sorte que l'État anticipe pour pouvoir neutraliser cela pour qu'on n'arrive pas à la phase aiguë de la crise. Mais une anticipation d'une crise serait de pouvoir traiter les causes profondes de la crise. Ces partis politiques ont posé des revendications, à savoir la réforme du système électoral, réforme consensuelle, la résolution de la crise anglophone en impliquant tous les acteurs politiques. Pourquoi le gouvernement fait la sourde oreille à ces appels de l'opposition pour une concertation globale? Le problème est politique parce qu'effectivement, ceux qui ont mandat, qui sont les sénateurs, les députés, doivent effectivement être impactés par ce sujet. Mais le véritable problème, c'est quoi? Le véritable problème, c'est que ce sont les partis qui ont boycotté le Parlement, qui voudraient, n'est-ce pas, imposer à ceux qui ont accepté la démocratie représentative. Le SDF a toujours réclamé cela, étant dans les institutions, et rien n'a marché. Je vous en prie, Jean-Robert, rien la parole. Il s'agit effectivement là de quoi? D'un problème de priorité. La priorité que nous avons aujourd'hui, c'est de mettre le pays vers l'émergence et la reconstruction du NOZO. Depuis 2 ans, vous avez créé quelle entreprise? Les partis politiques ne peuvent pas. Depuis 2 ans. Les partis politiques qui sont hors des institutions, qui n'ont pas d'élus,
qui n'ont personne, ne peuvent pas nous imposer une réforme, n'est-ce pas, des lois dans les quartiers, dans les états-majors. Nous qui sommes dans les institutions, qu'avez-vous fait? Êtes-vous parvenu à inscrire, ne serait-ce que la question de la crise anglophone à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale? Le chef de l'État a pris un certain nombre de mesures. Je vous en prie, permettez-lui d'aller jusqu'au bout. André Luther a la parole. Le comité de démobilisation, de désarmement et d'insertion, le grand dialogue national, font partie également des instances qui ont été mises sur pied pour résoudre la crise. Et je l'ai toujours dit ici, je vais toujours le dire, cette crise nourrit les politiques que vous êtes. Parce que si vous voulez effectivement finir avec cette crise, c'est que vous aurez déjà convoqué nos frères du Nord-Ouest pour s'asseoir. Super, M. Meka. Non, mais puis... Jean-Jean Robert, un mot. Cette crise nourrit les politiques. Vous avez tout dit. Oui. Parce que dans cette crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il y a ce qu'on appelle l'économie de guerre. Voilà. Il y a ce qu'on appelle l'économie de guerre. Il y en a dans ce gouvernement, dans votre parti politique, qui n'ont pas intérêt que la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Je suis désolé, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est vous qui faites la surenchère sur cette crise. Laissez-moi finir. C'est les hommes politiques qui font la surenchère sur cette crise. Il y en a dans votre camp. Il y en a dans... Et votre chairman qui a été séquestré avec le qui buvait de la bière. Il y en a dans votre camp qui voudrait qu'il y ait des manifestations, qui voudrait qu'il y ait chaque fois répression des manifestations pacifiques. Parce que quand il y a répression, c'est-à-dire que parce que quand on alerte, on dit le pays, il y aura insurrection et tout, c'est de l'argent qu'on débloque. Comme ça. On a vu par exemple dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'une correspondance du secrétaire général à la présidente de la République adressée au ministre des Finances, lui donnant des instructions de débloquer 20 millions de francs CFA pour une communication spéciale. Ça, ce n'est que pour cela, pour ce ministre chargé de mission. Combien, il faudra bien que vous nous dites, vous allez nous dire, même si vous ne nous dites pas aujourd'hui, on le saura demain, combien a-t-on mobilisé financièrement pour faire la répression de cette marche? Justement, après vous, Jean-Robert, permettez à d'autres de pouvoir réagir. Je vous en prie. Edmond Kamgia a d'abord la parole, je vous en prie. Edmond Kamgia, sur les conséquences sociopolitiques de ces manifestations du 22 septembre 2020. L'on voit ce bras de fer juridico-politique qui se dessine entre le MRC et le pouvoir. Lorsque le ministre de la Communication s'exprime en disant que la situation d'un leader politique et son parti, cela fait l'objet d'un examen approfondi auprès des instances compétentes, instances judiciaires et ministère de l'administration territoriale. Quel est votre regard sur les conséquences de ce bras de fer? D'abord, cela distille la terreur, tous ces messages qui nous viennent du gouvernement. Mais avant de répondre à cette question de manière précise, je voudrais dire à M. Meka, qui m'a accusé d'être de mauvaise foi, que je dis tout simplement les choses telles qu'elles se passent. Je précise les faits, je dis les faits. M. Meka, quand je parle de ce régime en place comme d'un régime très liberticide, je maintiens mes propos, que je reprécise d'ailleurs, c'est-à-dire que j'ai démontré que nous sommes dans un régime très liberticide. Pourquoi? Parce que lorsque Paul Biya dit une chose, après, on assiste au contraire. Je vais prendre un exemple. Puisque tout à l'heure, vous essayez de nous rappeler qu'en réalité, le régime de Paul Biya serait meilleur que celui d'Ahidjo. Je vais vous dire, en 1983, Paul Biya déclare en Monovision que les Camerounais n'ont plus besoin d'aller au maquis pour exprimer leurs idées. 7 ans après, le 19 février 1990, l'ancien bâtonnier Yondo Black et plusieurs personnes, dont Henriette Ekwe, Vincent Foucault, Albert Moukon, Anissé Ekaner, Rodolphe Bouanga et bien d'autres, sont arrêtés parce qu'ils sont soupçonnés de vouloir créer un parti politique. Tenté de créer un parti. Oui, ils ont tenté, le soupçon. Le soupçon de la tentative. Soupçonnés de tenter de créer un parti politique. Voilà. Ils ont été arrêtés, jugés et condamnés à plusieurs années de prison. Ça, ce sont les faits. Je précise bien que Paul Biya dit, 7 ans plus tôt, on n'a pas besoin d'aller au maquis pour exprimer ses idées. Avec l'autorisation d'une manifestation contre le multipartisme dans la foulée, comme l'autorisation des manifestations contre les manifestations qu'on voit le régime ces jours-ci faire aussi. Tout à fait. Edmond Kamgia à la parole. C'est important de le noter pour montrer les contradictions de ce régime, qui se veut démocratique, promoteur des libertés,
mais qui dans la réalité posent des actes totalement contraires. Ça, c'est un exemple précis par lequel je tenais à commencer. Pour dire que ce n'est pas sous le régime Ahidjo que l'ancien bâtonnier Yondobla a été arrêté. C'est bien sous le régime de Paul Biya. Aux premières heures De son régime. De son régime. Une contradiction profonde. Et je dois rappeler ici, peut-être vous ne le saviez pas, qu'il y a beaucoup d'UPCistes qui ont cru en la parole de Paul Biya, qu'il ne fallait plus rester dans la clandestinité pour exprimer ses idées. Ils sont venus, ils ont été arrêtés. Tout à fait. Ils sont nombreux, je ne vais pas citer leur nom. Ils le sauront. C'est pour dire quoi, monsieur Meka? C'est pour dire qu'en réalité, aujourd'hui, en 2020, des faits qui dataient d'avant 1990, qui dataient d'avant 62, qui dataient de 62 à 90, reviennent. On a fait un très grand bond en arrière. Et ce n'est pas de nature à rassurer sur l'état de droit au Cameroun. Je voudrais également dire, après cette précision importante qu'il fallait faire, qu'il y a, quand j'écoute tous les copanélistes, deux thèses qui s'affrontent. La thèse de l'échec de la manifestation du 22 septembre et la thèse du succès de la manifestation du 22 septembre. Et les deux camps mettent en avant au moins deux éléments qui reviennent en permanence. Je voudrais les rappeler avant de faire une analyse par la suite. Le camp du RDPC et de ses amis et alliés estime que ce que Cameroun Tribune a écrit, un flop, suite qui a rien eu, c'était un épée dans l'eau, que la manifestation du 22 septembre n'a pas été celle que le MLC aurait souhaité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu grand monde le 22 septembre dans la rue, un peu partout à travers le pays. Ils ajoutent, en plus, et c'est le deuxième élément, que les populations n'ont pas adhéré au mot d'ordre de Maurice Kamto. La deuxième thèse, celle de ceux qui estiment que c'est un succès. Sur la base des mêmes éléments pratiquement, mais analysés autrement, dit ceci. Les populations, malgré le déploiement sécuritaire immense sur le terrain à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam et dans beaucoup d'autres localités, des populations sont sorties, ont bravé les forces de défense et de sécurité, ont marché et beaucoup ont été arrêtés, à tel point que le MLC a recensé près de 600 personnes arrêtées à travers le pays. Et 600 personnes, c'est beaucoup. Ce n'est pas peu, c'est beaucoup. Ça, c'est le premier argument en termes de mobilisation. Même si elle n'a pas été gigantesque, la mobilisation a été sur le terrain à Yaoundé, à Douala, à Bafang et à Baham. Ça, pour ne citer que là où les reporters ont pu rendre compte des événements. Le deuxième élément qui est important que je tenais à souligner ici, dans la réussite de cette manifestation, c'est que le gouvernement a demandé aux populations de vaquer à leurs occupations. Mais on a constaté que les populations elles-mêmes ont refusé de vaquer à leurs occupations, ont choisi volontairement de rester à la maison. Maintenant, comment analyser le fait que les populations aient choisi volontairement de rester à la maison? Selon le RDPC, ils avaient peur de se faire peut-être réprimer, tuer et autres. Mais il y a également un autre argument important qui n'est pas suffisamment dit. Beaucoup ont fermé, ont refusé de marcher, mais ont expliqué autrement leur courroux, leur colère par les villes mortes. Douala, pour ne citer que ce cas, a été une ville morte le 22 septembre 2020. Beaucoup d'autres villes au Cameroun ont été plus des villes mortes qu'autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de sympathisants ou de citoyens ont décidé de rester chez eux en faisant des villes mortes. Et je dois rappeler ici que les villes mortes sont une technique de désobéissance civile. Et ça, c'est la population qui a réagi ainsi. Et on ne peut pas faire comme si ce constat-là n'existait pas. La désobéissance civile, nous l'avons, ça a été au Cameroun, ça existe pendant 7 à 8 mois. D'avril 91 à octobre-novembre 91, il y a eu 7 à 8 mois de villes mortes au Cameroun. L'opposition maîtrisait le terrain et avait même contraint le gouvernement et le chef de l'État avait dû convoquer la rencontre tripartite pour désamorcer cette bombe-là. Parce que la ville de Douala
capital économique au Cameroun était pratiquement paralysé. Et le 22 septembre était vraiment paralysé à Aquacom, à Bonanjo. Et c'est les populations eux-mêmes qui ont décidé de ne pas sortir pour certains. Maintenant, je vais ajouter un élément supplémentaire qui nous a amené, nous, au quotidien de la Nouvelle Expression, à affirmer que le MRC a gagné son pari. Le MRC a gagné son pari, ça a été un coup politique, mais également un coup médiatique, parce que le MRC a réussi à focaliser l'opinion publique nationale et internationale sur le Cameroun. Si vous avez écouté les chaînes nationales, les médias nationaux, l'ensemble, mais également les médias, les chaînes de radio et de télévision africaines, françaises, européennes, y compris CNN et tous les médias internationaux, ils ne parlaient que du Cameroun ce 22 septembre. Pas plus grave, mieux, je voudrais dire mieux. La date du 22 septembre 2020 était une date symbolique et que personne n'a vu venir. En tout cas, au niveau du gouvernement, ils n'ont pas compris le choix de la date du 22 septembre. En tant qu'analyste politique, nous avons cherché à comprendre pourquoi le 22 septembre. Nous avons constaté que non seulement au Cameroun, c'était la date de clôture, la date butoir des dépôts de listes pour les élections régionales, mais en plus, et c'est cela le plus important, c'était l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, le début du débat général, où les chefs d'État et de gouvernement prennent la parole à l'ONU. Et je me rappelle que lorsque Cyril Ramaphosa a pris la parole, l'un des volets de sa question en dehors du Covid, il est revenu sur la question du règlement des conflits en Afrique, où il souhaitait la solidarité de l'Union européenne, de tous les autres pays, pour renforcer les dispositifs de l'Union africaine, afin que l'Union africaine soit plus forte pour aider les pays africains à régler pacifiquement, politiquement les conflits. Il n'a pas cité nommément le Cameroun, mais on a bien compris qu'il était préoccupé par des conflits qui existent en Afrique. Et ce qu'il disait, c'était en relation avec les pays africains qui n'ont pas encore réussi à signer un cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre. Et le Cameroun est concerné par les pays qui n'ont pas encore signé le cessez-le-feu. Et la question que vous posiez, Monsieur Noufele, dans un contexte comme celui-ci, on se rend compte que, après que le monde entier a focalisé son attention sur la situation au Cameroun, pendant la journée du 22 septembre et les jours après, ils ont donc constaté qu'au Cameroun, les revendications qui ont été portées par le MRC et le SDF, c'est-à-dire le règlement définitif de la crise anglophone, la nécessité de la réforme consensuelle du système électoral, n'ont pas et le du tout... cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu n'ont pas du tout avancé. Donc aujourd'hui, la communauté internationale est très imprégnée sur ce qui se passe au Cameroun, oui, justement, grâce à la journée du 22 septembre, et ce qui amène, ça je le dis avant de chuter, vous savez que tous les chefs d'État invités, aujourd'hui, avec le Covid, beaucoup peuvent rester dans leur pays et faire des visioconférences. Si donc le chef d'État doit prendre la parole, il est obligé de se prononcer sur la crise anglophone. Il est obligé de se prononcer sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Il est obligé de parler du système électoral. Et là, toutes les institutions internationales, tous les États membres de l'ONU l'attendent pour voir si ce qu'il va dire est connecté avec ce qui s'est passé le 22 septembre. Après vous, Aristide Monossu, ce bras de fer entre l'opposition et le pouvoir qui va sur la scène internationale au moment où l'Assemblée générale des Nations unies se tient et qu'il y a ces arrestations qui se multiplient au Cameroun et ces différentes organisations internationales qui interpellent le Cameroun sur la nécessité de respecter l'état de droit. Comment entrevoyez-vous la météo politique du pays? Il faut lire la météo à partir d'un élément très déterminant qui est l'amorce de l'après-Biya. Cette amorce est mobilisée depuis pratiquement quelques années et le MRC fait partie de ces éléments qui viennent comme ça booster et précipiter même cet après-Biya. Et la météo nous annonce des guerres âprement discutées, où on va mobiliser les communautés ethniques. Je vais rappeler ici une déclaration de M. Amadou Ali. C'était un câble fuité de
de Wikileaks, où il avait dit que le Grand Nord ne fera plus allégeance à un ressortissant d'une autre communauté. C'est-à-dire que M. Biya apparaissait comme le dernier hors nordiste à être soutenu par cette région. On a également aujourd'hui le mouvement 10 millions de nordistes. Et lorsque vous suivez les propos de M. Guibaï, qui n'est pas un élément négligeable dans la représentativité du Grand Nord, vous vous rendez compte qu'en fait, les choses seront âprement discutées suivant les liens communautaires ou les solidarités primaires. Vous avez aujourd'hui le grand groupe ECAN qui se structure, qui forme l'ossature même du RDPC. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, le RDPC a une base tribale comme tous les autres partis au Cameroun. C'est faux. L'UNDP, l'UDC, en tout cas, tous les partis au Cameroun ont une base tribale. Pourquoi ça ne se ressent pas au niveau du RDPC? Parce que c'est le parti rentier. C'est-à-dire, c'est lui-là qui fournit, qui offre des facilités aux uns et aux autres. Et ça fait donc en sorte que, par clientélisme, les uns et les autres rentrent au RDPC. Si le RDPC quitte aujourd'hui le pouvoir, je suis convaincu que la base ethnique de ce parti se fera plus ressentir. Donc, je vois un Cameroun qui rentrera dans une crise. Je ne sais pas si elle sera sévère, mais le Cameroun rentrera dans une crise où on aura des communautés primaires s'opposer. Mais qu'est-ce que allez-y, allez d'abord jusqu'au bout de l'analyse avant que vous puissiez réagir sur ce qu'il faut faire pour éviter cela. Vous avez vu, par exemple, le comportement des policiers qui forçaient les manifestants à chanter les louanges au président de la République. Est-ce qu'ils étaient dans leur rôle? Je pense que nous sommes dans des accointances, dans la continuité des accointances entre l'État et le parti. Et il faut donc interroger comment les uns et les autres intègrent ces corps. Si c'est sur la base de la cooptation de l'élite locale, l'élite RDPC, forcément, ces enfants auront, par redevance morale, à manifester ce type de comportement. Vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que la seule posologie aujourd'hui, et qui me semble moins coûteuse, c'est la posologie du dialogue inclusif. Je ne sais pas pourquoi est-ce que l'option de la militarisation, de la répression est plus sollicitée par le régime que l'option du dialogue qui est moins coûteuse. Qu'est-ce que le MRC demande? Le MRC demande la fin de la crise dans le Nozo. Le MRC demande le code électoral consensuel. Alors, qu'est-ce que M. Biya a fait? Toutes les forces alternatives qui sont dans la logique du MRC, que M. Biya les appelle, qu'ils discutent ensemble et qu'ils recueillent des propositions, question de décompresser avant de voir comment est-ce qu'on peut faire pour penser le Cameroun d'après Biya. Justement, André Luther, est-ce que vous êtes prêt à pouvoir discuter avec le MRC, le SDF, les autres forces alternatives dans cette perspective? Je crois qu'il y a des groupes parlementaires qui sont au Sénat et qui sont notamment à l'Assemblée nationale. Il y a un seul groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Qui discutent, les partis politiques discutent. Le chef de l'État, effectivement, à travers le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, discute. Ce que je voudrais dire qui est important, c'est de ne pas faire croire que le RDPC est un parti ethnique. C'est une analyse biaisée. J'ai dit le RDPC a une base ethnique forte. C'est ce que ça veut dire. Oui. Le RDPC est un parti suivi, monsieur. Et c'est vrai. Le RDPC est ça un vous gêne parti... quand vous interrompez? Non, le RDPC est un parti juste une question, du consensus de l'UNC qui regroupe toutes les régions et qui est reparti par l'équilibre régional, parce qu'il y qui est avait représenté dans les institutions à travers le président du Sénat, à travers le Premier ministre, à travers le président, il y avait le PC à l'époque de l'UNC. À travers un certain nombre, n'est-ce pas, de facile de quotas régner sur dans un le cimetière. gouvernement. Donc, cette analyse est Jean-Robert, un dernier mot. Ce que M. Aristide Monod vient de dire est pertinent. Ce n'est pas le pertinent. RDPC n'est pas un parti politique, c'est un parti administratif. La preuve, c'est faux. Donc après M. Biya, vous serez... C'est un parti politique qui regroupe toutes les ethnies. Je veux dire, c'est d'ailleurs le seul. Ce qui se passe, parce que ce qu'on a vu lors de ces manifestations-là, quand je dis que ces gens-ci n'ont pas pitié de M. Biya, en réalité, ils sont en train de préparer l'après-Biya.
Parce que qu'on nous dise combien on a pu débloquer pour ces manifestations. Parce qu'il y a une partie qui est allée dans l'eau qu'on a versée, et une autre grosse partie qui est allée dans les poches des gens. Et vous savez pourquoi ça va dans les poches des gens? C'est pour le grand soir. Et vous savez ce que c'est que le grand soir? Je vous en prie, dites-nous. C'est les premières minutes. C'est les premiers jours. L'après-Bia. C'est le premier mois de l'après-Bia. C'est ça qu'il prépare. Monsieur Bia a fabriqué des créatures qui sont en train, non pas de travailler pour lui, non pas de travailler pour lui, mais de travailler pour l'après-Bia. C'est compris. Roland Diouf, alors comment vous allez procéder aujourd'hui qu'il y a cette assignation à résidence du leader de votre parti politique et près de 600 personnes arrêtées dans le cadre des marches que vous avez organisées? Est-ce que cela va détendre sur vos initiatives, votre détermination à faire face au pouvoir? Il a déjà été suffisamment rappelé tout le contexte qui présidait au choix de la date du 22. Et par rapport à cette date du 22, les partenaires avec lesquels nous nous sommes entendus avaient exprimé pour certains des réserves que nous comprenons. Et c'est pour ça que dans une adresse du 25 dernier, le président a indiqué précisément que toutes ces autres formations politiques-là sont attendues pour qu'ensemble nous fassions quelque chose de concret. Et en indiquant que d'où que puisse venir la solution au problème du Cameroun, nous serons du mouvement d'où qu'elle vienne. Car au MRC, nous prendrons toutes nos responsabilités et rien que nos responsabilités devant le peuple camerounais. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Edmond Kandia et André Luther-Meka, d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, messieurs, Roland Diouf, Aristide Monod et Jean-Robert Wafo, d'être venus ce dimanche. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.